Alors déjà, les premières missions locales, je le disais tout à l'heure, moi j'ai participé, comme la collègue du Creusot n'est pas là, je vais vous parler un peu d'histoire. Vous vous rappelez, au début des années 80, la crise de l'emploi à Creusot-Loire, ancienne entreprise Schneider. La nouvelle municipalité, qui a été élue en 1977, a souhaité prendre à bras-le-corps cette question de l'emploi des jeunes. Donc ils avaient sollicité le comité d'expansion économique de Saône-et-Loire, où je venais d'arriver comme salarié pour faire une étude sur la situation de l'emploi des jeunes. Et donc j'avais rencontré le chef de l'agence locale de Pôle emploi, j'ai rencontré les élus, les associations locales pour voir un peu l'analyse qu'ils faisaient de la situation des jeunes. Et puis j'étais à la Valence voir une initiative de la Caisse de dépôt et consignation pour voir un peu comment ils avaient traité cette question-là. Et dans les propositions qu'on avait faites, c'était la création d'une association qui s'appelait Creusot, Orientation professionnelle et accompagnement des jeunes, le COPAGE, qui était un peu à l'image de ce qui se passait à Valence, et une proposition qu'on avait faite au maire du Creusot, Camille Dufour, et puis à son adjoint Bernard Loiseau, qui deviendra ensuite président de la mission locale, et a été créé à ce moment-là, dans l'orientation des politiques publiques de l'époque, un comité de bassin d'emploi qui s'est donné comme premier projet de créer une mission locale qui a vu le jour en septembre 1982. Autre mission locale qui a vu le jour à ce moment-là, et dont j'étais le trésorier, je le disais tout à l'heure, c'est la mission locale de Louan-en-Bresse. Alors, je me rappelle de cela parce que à la fin de mon parcours comme délégué général de l'Union nationale des missions locales, on nous a dit qu'il faut aller vers les jeunes. Et à Louan-en-Bresse, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un bal. La mission locale avait organisé un baluche, excusez-moi l'expression, hein, c'était le 15 décembre 1982, je me rappelle comme si c'était hier, et beaucoup de jeunes de la Bresse-Louhannaise étaient venus à ce baluche et nous avons présenté à ce moment-là la mission locale parce qu'on s'était dit, ne restons pas dans nos bureaux, enfin les collègues, moi j'étais que trésorier, vous savez, j'étais là que pour organiser avec eux la logistique, allons voir les jeunes et allons voir ce qu'ils ont. Voilà un bout d'histoire, mais je vais laisser à Michel Neugnot, le président de l'ARML, le soin de nous parler un peu d'histoire. Alors Michel, il est aussi président de la mission locale des Marches de Bourgogne. Je vais mettre là-bas parce que ça fait quand même l'Arsène, ça fait moins l'Arsène ici que là-bas. Bien. Michel, à toi la parole. Merci. Oui, j'ai été chercher ma petite feuille pour ne pas faire d'erreur de temps, parce que c'est toute une période que j'ai vécue. Donc, ça a été rappelé. Les 7 premières missions locales ont été créées en 1982 dans la lignée de la création des missions locales nationales. Hein. Et effectivement, il y a un rôle qui était joué fortement à l'époque par Pierre Jox. Par Pierre Jox, qui était président de l'EPR, c'est-à-dire ce qui avait précédé la région. Et effectivement, tu as rappelé le Creusot, mais les autres missions locales dans son territoire qui se sont créées. Et je voudrais dire que la rencontre entre Pierre Jox et Bertrand Schwartz a été un élément déterminant. Et je voudrais raconter quand même pour la petite histoire, celui qui a été missionné par Pierre Jox pour créer les contacts et préparer l'avenue de Bertrand Schwartz et lancer tout ça. C'était le directeur de cabinet de Pierre Jox, qui était François Rebsamen. Je le dis comme ça parce que je citerai un certain nombre de noms et c'est bien de voir aussi les parcours et toute cette histoire qui s'est mise en place. C'était un élément déterminant en 82 et c'est vraiment parti avec le Creusot. Et je me souviens de cette époque-là où au niveau du Creusot, c'était quand même la crise industrielle et les usines qui fermaient. Et ce qui avait été monté à l'époque était assez original pour pouvoir y répondre et avoir des solutions, notamment... On peut constater qu'à partir de cela, il y a eu un essor qui s'est fait. Et en 1992, 10 ans plus tard, on avait la configuration actuelle, c'est-à-dire 16 missions locales en Bourgogne-Franche-Comté qui ont vécu. Et je voudrais citer une autre personne qui a été aussi déterminante à partir de 86, c'est Jean-Pierre Soisson, qui était vice-président
en charge de la formation et de la jeunesse au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et qui avait certainement amené par affinité en 1990 les premières assises nationales des missions locales avec la présidence du président de la République François Mitterrand à Auxerre même. Donc là, c'est un autre acteur qui a porté Jean-Pierre Soisson, qui vraiment, moi je n'ai lu à l'époque, ça a amené un déclic sur cette problématique. Et on ne peut pas oublier aussi une autre personne qui était, je me tourne vers les services de la région, là, qui était en charge de ces problématiques, c'est Jean Rossigneux. Absolument. Jean Rossigneux qui avait une vision de ce qu'il fallait faire localement. Et à l'époque, c'était quelque chose qui n'était pas naturel. On en parle beaucoup du développement local, de l'aspiration, partir des besoins. Et Jean Rossigneux était quelqu'un qui me fascinait dans les services parce que effectivement, ça marquait les choses. Et puis, il y avait aussi un directeur de l'AFPA à l'époque, Jean-Pierre Lacharnay. Et ce triumvirat, hein, je m'excuse pour la gente féminine, hein, mais c'est la réalité, c'était la réalité à l'époque, hein, c'était la réalité. Donc, a marqué quand même fortement de leur empreinte, et notamment la crise où on je me rappelle de formations qui étaient faites par l'AFPA à partir des besoins identifiés, où on prenait des gamins qui étaient totalement en dehors de tout système, déboussolés, et de façon expérimentale, on les amenait à de la formation, notamment à l'époque de l'informatique. Notamment de l'informatique dans ces années-là. Et c'est une époque, moi, qui m'a fortement marqué. Puis il y a eu la création de l'ASSOR, de l'association régionale, qui a été possible parce que la collectivité régionale portait des financements, c'est-à-dire il y avait déjà cette idée que laisser ces initiatives sur ce territoire sans vraiment avoir une politique qui prenne en compte une organisation supralocale pour coordonner, pour amener du service. Donc, vous voyez, c'était des éléments très précurseurs. Alors, dans cette ASSOR, il n'y a pas eu beaucoup de présidents. Il y a eu Bernard Loiseau, au départ, donc entre 1997 et 2000, et puis Pierre Jarlot qui a pris le relais entre 2000 et 2008. Voilà. Et moi-même qui ai pris le relais à la demande de Pierre Jarlot, qui voulait quelqu'un pour lui succéder qui ne soit pas lié directement à un territoire. Et le fait que je n'ai que le mandat de conseiller régional lui semblait sympathique, et je l'en remercie. Donc on a eu aussi le recrutement du premier animateur régional pour coordonner tout cela. Une équipe qui s'est renforcée en 2004 avec un assistant technique régional en charge des systèmes d'information. Et c'est une politique qui était menée justement pour pouvoir discuter entre soi, c'était maîtriser les systèmes d'information, et puis des missions ponctuelles aussi que l'on a pu mettre en place sur les actions santé, sur le déploiement aussi des emplois d'avenir. En 2005, il y a eu aussi la nécessité ressentie de journées professionnelles. Et c'était la première organisation de journées professionnelles entre tous les acteurs des missions locales qui travaillaient en continu. On avait la présence de Bernard Loiseau et de Bertrand Schwartz qui avaient quand même marqué cela, et elles ont continué à se poursuivre. Et puis est venu le temps où effectivement on s'est dit faut aller plus loin que l'organisation, il faut qu'on milite pour des accompagnements supplémentaires. C'est le réseau des psychologues que l'on met à disposition, qui était une création locale à partir d'un besoin, partant du principe que nos conseillers ne pouvaient pas dénouer le vécu et les blocages d'une partie de la jeunesse, parce que c'est un métier de voir quel était le déterminant qui a mis dans une situation d'échec
des femmes et des hommes, et des jeunes dont on avait la charge. Ces deux projets donc perdurent. Il y a aussi, à un moment, et on a abandonné entre 2000 et 2015, on a installé un CORIGE, c'est-à-dire une instance régionale partenariale associant les missions locales, la région, les services de l'État, l'éducation nationale et Pôle emploi, qui était aussi un peu précurseur. C'était abandonné parce qu'il y a d'autres structures qui se sont mises en place qui pouvaient amener une certaine redondance. Et puis il y a eu 2016, ça me permettra de faire ma transition pour que la part d'histoire de Franche-Comté puisse être portée par ma collègue, et puis celle qui a marqué fortement au niveau de l'organisation. C'était une période importante. Moi, j'avais vécu les travaux préparatoires sur la fusion entre les deux conseils régionaux, mais on a eu une méthode là qui était la clé du succès. C'est-à-dire qu'on a fait des rencontres préalables, des groupes de travail pour savoir déjà l'histoire de chacun des réseaux et savoir ce que l'on voulait faire ensemble et ce que l'on pouvait en faire ensemble. Donc on a défini les missions de la nouvelle association régionale avant même de se poser la question des personnes, des équilibres financiers. J'en ai terminé. C'est la transition que j'ai faite. J'étais un peu bavard sur les anecdotes par rapport à la note de filage, mais c'est important de resituer l'apport des femmes et des hommes dans cette histoire, parce que vous savez, tout est affaire de rencontres et de choix à un moment donné. Merci Michel. On passe donc la parole à Franche-Comté, qui est l'ex-Franche-Comté, excusez-moi. Je ne sais plus comment on peut dire d'ailleurs. Eh ben la Franche-Comté en fait. C'est bon. En fait, on dit la Franche-Comté. D'accord. Tout simplement. Alors effectivement, on arrive à 2016. Alors je vais juste un peu reculer le curseur et puis je passerai la parole à Brigitte qui le reculera encore un petit peu. En 2014, moi j'entamais mon premier mandat au sein du conseil municipal de Vesoul. Alors en tant qu'élu, je prenais également la présidence de la mission locale de Vesoul aussi. Et puis naturellement, je découvrais l'ARML hors de Franche-Comté, à l'époque, en siégeant dans l'association, donc en tant qu'élu. Alors ça a vraiment été une découverte. Et puis petit à petit, on nous a dit la loi NOTRe, la fusion, on va se rapprocher de Dijon. Et pourquoi ? Si on est bien chez nous. Et pourquoi Dijon ? Franchement, qu'est-ce qu'on a fait de mal ? Non, mais faut reconnaître. Merci les collègues. Et en fait, non, c'était vraiment un grand questionnement. Et je pense pour l'ensemble des régions, ça a été vraiment cette question. Pourquoi se rapprocher ? Pourquoi disparaître ? Pourquoi être ensemble ? Est-ce qu'il y a un intérêt ? Est-ce que qui va manger l'autre ? Alors, ça n'a pas été le cas. On a vraiment travaillé ensemble et Michel le disait tout à fait. Ça a été une approche, on va dire, à petits pas pour pouvoir se rencontrer et puis travailler et puis en être là où on en est aujourd'hui. Parce qu'effectivement, autant on ironise beaucoup sur la Bourgogne et la Franche-Comté. Et moi, je me rappelle de réunions où, au niveau franc-comtois, on voulait quand même garder nos spécificités parce que la concoyote, il n'y en a pas partout. Non, c'est vrai. Mais il y en a essentiellement quand même chez nous. Il y a du vin chez nous en Bourgogne. Et voilà. Bon, après ouais, mais non, la vôtre, elle est à la crème de cassis, c'est pas la nôtre. Elle est au vin blanc du Jura. Donc voilà, c'était toutes ces spécificités-là. Qu'est-ce qu'on va faire pour vraiment travailler ensemble ? Et effectivement, la jeunesse nous a rappelé qu'on n'était pas là pour rester simplement sur des querelles de clocher, mais effectivement pour que cette jeunesse, on l'accompagne vraiment plus près des territoires et vraiment dans un esprit de service public et dans un accompagnement global. Donc ça, c'était en 2016, mais avant d'en arriver là, donc il y a eu toute cette période de création de l'ARML Franche-Comté, et là je vais laisser Brigitte en parler mieux que moi. Donc Brigitte Lemarchand, qui était la première directrice de l'ARML de Franche-Comté, et la seule d'ailleurs. J'ai ouvert et fermé. C'est ça, voilà. À toi. Donc effectivement, je vois que dans la salle, il y a très peu de visages que je reconnais. Alors ça, c'est un petit peu triste. Donc moi, je suis partie il y a 6 ans, effectivement, sur d'autres horizons. Je suis arrivée en Franche-Comté et à l'association régionale en 2007.
donc je ne suis pas non plus franc-comtoise d'origine. Et je dois dire que j'ai vécu des années extraordinaires. Alors, je voulais remercier déjà, je me fais le porte-parole parce que je ne serais peut-être pas la mieux placée pour parler de toute l'histoire de l'association régionale. J'aurais me faire le porte-parole de tous les directeurs, de toutes les équipes, bien sûr des élus et de l'association régionale, qui effectivement, quand je suis arrivée dans le réseau, m'ont accueilli avec la chaleur du réseau des missions locales, qui m'ont effectivement appris ce qu'était ce réseau, qui m'ont transmis leurs valeurs, la flamme, l'esprit du réseau des missions locales. Donc, je voudrais rendre hommage aussi aux anciens présidents de l'association régionale. Il n'y en a pas eu beaucoup non plus, d'ailleurs. Le premier président était de la mission locale de Besançon. Ensuite, il y a effectivement le président de la mission locale de Dole, Patrick Revillou, Christiane Mauguin, qui était de la mission locale de Lons, et puis vous-même. Donc, on n'est pas très nombreux. Donc, contrairement à la Bourgogne, où l'association régionale n'a été créée qu'en 1999. Mais ça ne veut pas dire qu'avant, il ne s'est rien passé, parce qu'en fin de compte, les structures fonctionnaient déjà entre elles, très bien d'ailleurs. Il y avait une très forte cohésion du réseau, notamment des directeurs. Et c'est vrai, quand il y avait des journées à Paris, très souvent on disait la Franche-Comté, c'est vraiment le réseau extraordinaire. C'est ceux qui dialoguent le plus, ceux qui se connaissent le plus. Donc il était réputé pour ça, ce réseau. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'association régionale, qu'il n'y avait pas de réseau. Donc l'association régionale a été mise en place par les présidents en 1999. Mais là, contrairement encore à la Bourgogne, il n'y a pas eu d'animation régionale qui a été mise en place en même temps. Il a fallu attendre effectivement 2007, ce qui est quand même très long, puisque pendant tout ce temps, les présidents successifs se sont battus pour avoir les financements et que ça a été effectivement un grand combat. Il y a eu beaucoup de grands combats en Franche-Comté. Donc au départ, on avait plusieurs spécificités dans cette région. C'était les espaces jeunes. Alors les espaces jeunes, c'était effectivement 23 structures qui étaient financées par le Conseil régional, labellisé par le Conseil régional de Franche-Comté. Et ça, je crois, je regarde Serge, je crois que c'était unique en France. Et donc, ces espaces jeunes, en fin de compte, ont vécu jusqu'à la fusion. Et ils ont même été relabellisés en 2010, 2011, à l'occasion d'un gros travail qui avait été fait par le réseau sur toutes les fonctions accueil, information, orientation, sur lequel on s'était appuyé pour effectivement relabelliser ces espaces jeunes. Il y a effectivement d'autres particularités qui étaient les missions départementales. Il y a une mission départementale en Haute-Saône qui a vécu pendant 6 ans, qui regroupait les différentes structures de Haute-Saône. Il y avait une mission départementale sur le territoire de Belfort, qui a été locale, départementale, qui est redevenue locale. Et puis également Montbéliard, qui était une spécificité, puisqu'effectivement, il y avait un portage par une collectivité. Donc toute cette diversité des expériences locales, en fin de compte, explique aussi la plus lente structuration du réseau dans cette région. Donc, à partir de 1999, donc l'association régionale, et à partir de 2007, animation régionale. Donc, l'animation régionale s'est appuyée effectivement sur tout ce qui existait déjà pour le consolider, le développer, et notamment par rapport au programme régional de formation. Je pense que c'est très important, puisqu'avant que l'animation régionale ne soit mise en place, il n'y avait pas dans notre région de programme régional de formation, et ça a été vraiment pour les structures quelque chose de très très important. On a eu des combats très importants sur ce qui était à l'époque Parcours et qui est devenu Milo, puisque dans notre région, là non plus, contrairement à la Bourgogne, nous n'avions pas la main sur notre système d'information et qu'on a effectivement mis en place simplement, juste au moment de la fusion, avec Jérémy qui est au fond de la salle, la mise en place d'une assistance technique régionale pour la Franche-Comté. Je crois que le temps presse. Oui, c'est bon, le temps presse. Oui, je te remercie, Brigitte. D'accord. Bon, donc, je vous remercie de m'avoir fait revenir dans ce réseau qui m'est si cher. Juste un mot, Sabrina, parce qu'il faut comme on a pris un quart d'heure bourgogno-franc-comtois qui prend maintenant une demi-heure, il faut qu'on arrive à ce que tout le monde puisse s'exprimer avant 13h. Et voilà, donc 2016 arrive, la fusion, et on est en 2022 maintenant, et puis on travaille toujours ensemble avec Michel et toujours avec grand plaisir. Bien, merci. Donc, après l'histoire du réseau par le réseau, maintenant, Madame Anne-Laure Gauthier, qui est chef de service égalité des chances et d'accès à l'emploi à la DRETS de Bourgogne-Franche-Comté, va nous parler de l'histoire du partenariat qu'on évoquait tout à l'heure avec Madame la secrétaire générale entre le réseau des missions locales et l'État, mais l'État, bien sûr, personnifié, on va dire, par la DRETS, direction du travail à l'époque, et puis après direct, et maintenant DRETS. À vous, Madame Gauthier. Merci.
Effectivement, tout ce qui a été dit précédemment sur la qualité du partenariat entre les services de l'État et les missions locales et la RML, on le constate chaque jour, on œuvre chaque jour pour que ce partenariat se fasse dans les meilleures conditions au profit des jeunes sur les territoires. Il a été dit que l'emploi des jeunes et l'insertion des jeunes sur nos territoires était un enjeu majeur pour les services de l'État. On doit le mailler avec l'ensemble des politiques publiques portées et on ne pourrait pas le faire sans les missions locales et sans l'implantation sur l'ensemble du territoire. C'est véritablement, les missions locales, la RML sont vraiment des acteurs essentiels du SPE pour nous dans la déclinaison de nos politiques. Et au fur et à mesure des années, les orientations sur cette thématique ont évolué et systématiquement, les missions locales, en partenariat avec l'État, se sont adaptées pour répondre aux orientations et cette réussite régionale, elle est liée aussi à toute l'intensité du partenariat que l'on mène avec, alors au niveau régional avec la RML, mais on sait très bien que les services départementaux mènent un partenariat aussi fort avec les missions locales à l'échelle départementale. Il ne se passe quasiment pas une semaine sans qu'on échange avec la RML et avec l'OR en amont des échéances. On co-construit, même dans les engagements que l'on peut avoir dans les conventions, on est vraiment dans la co-construction pour pouvoir répondre aux enjeux de l'État, mais aussi en prenant en compte les contraintes des MILO. Un des exemples était vraiment, l'État a vraiment attendu une adaptation assez importante de la part des MILO pendant la crise sanitaire. Et les MILO ont répondu présentes, se sont vraiment adaptés, notamment en digitalisant l'offre de services. Et voilà. Et au fur et à mesure des années, à chaque fois, on sait que les missions locales répondent présentes et sont capables de s'adapter par rapport à nos enjeux. Donc, comme je l'ai dit, comme beaucoup l'ont déjà dit depuis ce matin, un partenariat de confiance, de qualité, le rôle de proximité qui est essentiel pour les MILO. On sait très bien que notamment pour les jeunes les plus éloignés, la question de la mobilité est essentielle, ou plutôt de la non-mobilité. Donc c'est vraiment l'importance pour les MILO d'aller chercher les jeunes là où ils sont pour pouvoir construire avec eux un projet et un parcours qui puisse répondre aussi aux contraintes des jeunes. On a plusieurs défis qui s'ouvrent à nous, ça a aussi été dit, notamment les métiers en tension. Et là, on a vraiment, encore une fois, on est encore dans la co-construction où on a besoin de votre retour terrain pour adapter aussi l'ensemble des dispositifs régionaux qui auront un impact sur les territoires. L'État apporte un soutien financier important au MILO. On fait aussi en sorte de pouvoir vous proposer des actions en faveur de la professionnalisation des acteurs des MILO pour que pour que les MILO soient dans les meilleures conditions possibles pour réaliser les missions qui sont attendues. Le contrat engagement jeune a été évoqué plusieurs fois ce matin. Moi, je vais plutôt vous parler du contrat engagement jeune en rupture, l'appel à projet qui est en cours et qui, pour moi, est la parfaite illustration du rôle central que l'État confie au MILO, puisque cet appel à projet, on est en pleine instruction sur les demandes, la MILO a un rôle essentiel puisque chaque porteur, donc sur les 3 volets, que ce soit l'accompagnement, la mobilité ou le logement, l'objectif, c'est qu'on puisse accompagner d'autres porteurs pour faciliter le repérage des jeunes invisibles pour les MILO, pour qu'ensuite les MILO puissent les accompagner dans des dispositifs de droit commun. Une des pièces constitutives du dossier était la lettre d'engagement des MILO. Et pour moi, c'est vraiment
un exemple parfait du rôle que l'on souhaite donner au Milo sur cette problématique, puisqu'on a eu un projet où on n'avait pas la lettre d'engagement de la Milo, donc le projet a été écarté. Donc voilà, c'était simplement rappeler cet engagement des services de l'État auprès des Milo et de la reconnaissance du travail qui est fait par les Milo sur le territoire. Eh bien, je vous remercie pour votre intervention, Madame Gauthier. Maintenant, on va demander à Frédéric Poncet, qui est conseiller régional en charge de l'orientation, de nous évoquer le partenariat avec la région. Juste pour revenir un moment à ce que disait tout à l'heure Michel Degnaud, Jean Rossigneux, il était avant délégué académique à la formation continue au rectorat de Dijon. Et quand il a rencontré Schwartz, quand Schwartz est venu à l'invitation de Pierre Jox, il a tout de suite compris ce qu'il fallait. Moi, j'étais avec eux à ce moment-là à la région. Il y avait aussi Jean-Pierre Lacharnay que tu as évoqué. Et effectivement, cette question de l'orientation des jeunes, elle faisait partie des axes prioritaires de l'ordonnance du 26 mars 82. Compétences qu'avait prise la région, parce que comme tu disais, Jean Rossigneux avait vraiment pris en compte cette dimension-là, qui ensuite a été reprise dans le cadre de la loi quinquennale relative à l'emploi et à la formation professionnelle de 1994. Monsieur le représentant de la région, notamment sur les questions d'orientation, dites-nous ce qu'est ce partenariat depuis. Bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je me permets préalablement de vous souhaiter un bel anniversaire. Bel anniversaire qui trouve son écho en tous les cas auprès d'un public sur lequel nous devons toutes et tous être extrêmement sensibles. C'est le public des jeunes, parce que ça a été dit, effectivement, c'est notre avenir. Et quelle fierté vous devez avoir effectivement d'accompagner ces jeunes publics, certes dans une société bienveillante, mais aussi difficile à la rencontre à bien des égards. Alors, l'orientation, j'imagine que c'est une préoccupation au quotidien pour les missions qui sont les vôtres. On a tous un vécu personnel par rapport à l'orientation, mais qui nous détermine aussi. Pour ma part, par exemple, je me souviens quand j'avais l'âge de ma première orientation, on m'a demandé ce que je voulais faire comme métier. Donc j'avais très joyeusement répondu sapeur-pompier. Et je ne sais par quel truchement, on m'a demandé de dessiner un arbre. Et au final, on m'a dit vous serez électricien. Donc je n'avais pas imaginé un instant cela. Pour finir, j'ai fait des études agricoles. Et aujourd'hui, je suis gérant d'une société dans les services, dans le nettoyage. Donc c'est dire si l'orientation n'est pas une science exacte, mais ça, je pense que vous le savez toutes et tous. Et pour autant essentiel néanmoins, et difficile d'accompagner cela parce que les outils d'hier ne sont plus les bons, les pratiques non plus, les méthodes non plus. Ceux d'aujourd'hui se construisent et ceux de demain, on ne les connaît pas encore. En disant ça, je veux résumer ce que la région souhaite apporter au réseau des missions locales sur cette compétence qui est une des dernières compétences d'ailleurs acquises par les régions, auprès donc du réseau des missions locales, pour essayer vraiment de vous doter de l'ensemble des outils aujourd'hui nécessaires au goût du jour à cet exercice. Alors, on s'appuie aujourd'hui sur des outils qui sont encore essentiels et qui font sens. Je pense par exemple au guide après la troisième, après le bac par exemple. On dit que ce sont un peu les bibles de l'orientation, mais on les a toilettés, on les a repensés pour qu'ils parlent aux jeunes, à leurs parents, aux personnes de l'éducation nationale qui les accompagnent, et puis à vous également. Tout un ensemble d'outils nouveaux, bien sûr s'appuyant sur le numérique, voilà, des sites, Cléor, et puis bien d'autres, pour là aussi aider les parents, les jeunes et les accompagnants à se déterminer. Des outils comme par exemple l'unité mobile de l'UMM, unité de fabrication, pour découvrir les métiers de l'industrie, les casques à réalité virtuelle qui leur permettent de se projeter dans les
les environnements des métiers, quels qu'ils soient. Voilà, je pense que le lien que nous avons avec les missions locales aujourd'hui, au-delà du soutien et de la participation à la constitution de leur budget, c'est de les outiller en matière d'orientation pour qu'ils puissent effectivement auprès des jeunes exercer le mieux possible, encore une fois, cet enjeu majeur, en leur permettant effectivement à ces jeunes de se projeter, quelles que soient d'ailleurs les difficultés qu'ils rencontrent, parce que si l'orientation n'est pas une science exacte, on doit être sûr d'une seule chose, c'est que il n'y a pas de saut métier. Un jeune, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre aujourd'hui, est en capacité demain de réussir sa vie professionnelle, mais sa vie tout court, à travers effectivement le métier qu'il pourra choisir à un moment donné, parce que vous le savez aussi, le métier choisi à un moment donné n'est pas forcément celui qui sera exercé tout au long de la vie. Voilà. Donc le lien entre la région et les missions locales, c'est effectivement cette palette d'outils, cette volonté en tous les cas de la région de reconnaître les missions locales dans ce qu'elles ont de plus beau, et ça a été très très bien dit, c'est-à-dire la connaissance locale du territoire, mais aussi de ces jeunes. On n'accompagne pas les jeunes de la même manière d'un bout du territoire à l'autre. Donc voilà, c'est cette relation de confiance, c'est cette capacité à créer des outils qui vous permettent d'accompagner ces jeunes. D'accord. Je vous remercie pour... Bien, non, si on prévenu avant, moi je n'y connais rien, mais on prévenu avant d'éviter de faire l'arsène parce que ça fait mal aux oreilles.